N'avez-vous jamais rêvé de trouver un objet magique qui vous permettrait d'exaucer n'importe quel vœu ? C'est un vieux fantasme qu'on retrouve dans des contes, au cinéma, dans des séries ou des mangas. Qu'est-ce que vous feriez, vous, avec la lampe d'Aladin ou avec les 7 boules de cristal de Son Goku ? Quel rêve secret voudriez-vous voir réalisé ? Devenir riche ? Célèbre ? Être aimé ? Mais gare à ce que l'on souhaite, parce que parfois, le vœu peut se changer en cauchemar. La peau de chagrin, Honoré de Balzac, 1831. Podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation. Paris, octobre 1830. Le jeune Raphaël de Valentin, âgé de 25 ans, entre dans une salle de jeu. Celui-ci marcha droit à la table, s'y tint debout, jeta sans calcul sur le tapis une pièce d'or qu'il avait à la main et qui roula sur noir. « Faites le jeu est fait, rien ne va plus !» « Rouge, pair, passe !» dit officiellement le tailleur. Et voilà, Raphaël a perdu sa dernière pièce. Ruiné, il décide d'aller se jeter dans la Seine. Une histoire qui commence bien. Sur le chemin vers son funeste destin, Raphaël entre chez un antiquaire. Le magasin regorge d'objets fantastiques et de merveilles. On dirait un mélange entre un musée et un easy cash. Autant vous dire que Balzac en profite pour se lâcher sur les descriptions. L'homme énigmatique qui travaille là montre à Raphaël un étrange objet, un talisman magique, une peau de chagrin, c'est-à-dire un carré de cuir qui aurait, dit-il, le pouvoir d'exaucer tous les vœux de son propriétaire. Sur la peau, on peut lire ces mots. « Si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. Dieu l'a voulu ainsi. Désire, et tes désirs seront accomplis. Mais règle tes souhaits sur ta vie. Elle est là. À chaque vouloir, je décroîtrai comme tes jours. Me veux-tu ? Prends. Dieu t'exaucera. Soit. » Le vieil antiquaire prévient le jeune homme du danger. Chaque vœu exaucé fera réduire la taille de la peau de chagrin et avec elle, la vie de Raphaël. Le prix à payer est donc terrible. « Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit », ajoute l'antiquaire. On a là un grand thème littéraire. Celui du pacte avec le diable, qu'on peut retrouver dans beaucoup d'œuvres célèbres, comme le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, le mythe de Faust ou même le manga Death Note. L'idée est simple, un homme noue un pacte avec une entité fantastique qui accomplira ses désirs. Un marché qui fait d'abord rêver, mais dont les conséquences se révéleront terribles. Malgré tout, Raphaël se dit qu'il n'a rien à perdre. « Eh bien oui, je veux vivre avec excès », clame-t-il en saisissant la peau. Son premier souhait est simple, faire la fête. Mais alors, vraiment, la grosse soirée. En sortant de chez l'antiquaire, le jeune homme rencontre justement des amis qui, coïncidence, l'entraînent au bout de la nuit. L'alcool coule à flot, le repas est incroyable. Les jeunes gens s'amusent, rient, parlent journalisme, politique. Balzac en profite pour dresser le portrait de la jeunesse de l'époque, une génération désenchantée. Au cours de cette soirée, Raphaël rencontre plusieurs personnes, dont 2 courtisanes, avec lesquelles il parle de la situation des femmes au XIXe siècle. Poussé par un ami, il va alors nous raconter sa vie passée. Ainsi débute la 2e partie du roman. Boum, flashback de 100 pages, alors qu'on voulait juste le voir faire des vœux. Mais bon, il faut bien qu'on comprenne ce qui a amené Raphaël à vouloir mourir au début du livre. Alors allons-y. Le jeune homme raconte la mort prématurée de sa mère, décrit son père autoritaire qui avait beaucoup de projets pour lui. Après le décès de ce dernier, Raphaël rêve de réussir dans la littérature et se consacre à l'écriture. Il s'installe dans un hôtel parisien. Là, il rencontre Pauline. Pauline, c'est la fille de la gérante, très gentille mais ignorante, à qui il donne des leçons de piano, de dessin et de grammaire. Elle est clairement amoureuse de lui, mais il lui met un stop. Elle est trop jeune, trop innocente et surtout trop pauvre pour l'intéresser. « Je l'avoue à ma honte, je ne conçois pas l'amour dans la misère, » dit-il. Peut-être est-ce en moi une dépravation due à cette maladie humaine que nous nommons la civilisation. Mais une femme, fût-elle attrayante autant que la belle Hélène, n'a plus aucun pouvoir sur mes sens, pour peu qu'elle soit crottée.
Et justement, la pauvre Pauline, elle qui est si douce et prévenante, avait un pied mignon dans d'ignobles souliers, comme l'héroïne du conte de Podane. ce que veut Raphaël, c'est profiter de la vie parisienne. Un nouvel ami, pas toujours de bons conseils, Eugène de Rastignac, lui présente alors la comtesse Fédora. Fédora est l'exact opposé de Pauline. Une femme à marier qui possède près de 80 000 livres de rente, qui ne veut de personne ou dont personne ne veut. Espèce de problème féminin, une Parisienne à moitié russe, une Russe à moitié parisienne. La plus belle femme de Paris, la plus gracieuse. S'exclame Rastignac. Aussi fasciné qu'intéressé, Raphaël en tombe désespérément amoureux. Il va jusqu'à s'introduire chez elle, l'espionner et la regarder dormir. Hyper gênant. Fédora joue avec lui comme elle le fait avec tous ses prétendants, puis finit par le rejeter, en partie parce qu'il est trop pauvre. Sacrée ironie du sort dont Raphaël a conscience. Je n'aimais pas Pauline pauvre. Fédora riche, n'avait-elle pas le droit de repousser Raphaël ? Raphaël sombre alors dans la dépression. Jeux d'argent, alcool, orgie. Pauline s'inquiète pour lui. Elle lui prédit même « La femme que vous aimerez vous tuera ». Raphaël perd vite tout ce qu'il possède, allant jusqu'à vendre l'île sur laquelle sa mère est enterrée. Tout ceci explique qu'il ait voulu en finir avec la vie au début du roman. Après avoir raconté tout ça, retour à la soirée. Raphaël sort le talisman et par provocation formule un autre vœu. Au diable la mort ! Je veux vivre maintenant, je suis riche, j'ai toutes les vertus, rien ne me résistera. Qui ne serait pas bon quand il peut tout ? J'ai souhaité 200 000 livres de rente, je les aurai. Saluez-moi, pourceau qui vous vautrez sur ces tapis comme sur du fumier. Vous m'appartenez, fameuse propriété. Je suis riche. Je peux vous acheter tous, même le député qui ronfle là. Allons, canaille de la haute société, bénissez-moi. Je suis pape. À sa grande surprise, Raphaël apprend le lendemain, après avoir décuvé, qu'un de ses oncles est mort et qu'il est désormais millionnaire. Incroyable nouvelle. Mais il s'aperçoit également que la peau a rétréci. Lui qui prenait tout ça à la rigolade se rend soudain compte que la magie de la peau est réelle et dangereuse. Il décide donc de rester prudent et de vivre à l'écart du monde pour ne plus formuler de vœux malgré lui. Très sensible aux théories scientifiques de son époque, Balzac croyait que chaque être humain était pourvu d'une énergie vitale propre qui se consumait au cours de l'existence. Une sorte de réserve, un peu comme une barre de vie dans un jeu vidéo. Et à partir de ce moment, Raphaël va tout faire pour ne plus vider sa barre de vie. C'est alors que débute la troisième et dernière partie du roman. Raphaël, devenu riche, vit enfermé chez lui, dans la peur constante d'avoir un désir. Sa vie est réglée au mieux. Il n'a de contact qu'avec un vieux serviteur, Jonatas, et il ne sort que le soir pour aller au théâtre. Il abdiquait la vie pour vivre et dépouillait son âme de toutes les poésies du désir. Un soir, malgré ses précautions, il rencontre Pauline, rayonnante de beauté et qui est devenue riche. Raphaël tombe instantanément sous son charme. Il fait le vœu qu'elle l'aime, mais la peau ne réagit pas. Pauline l'aimait déjà. Raphaël se laissa donc aller au bonheur d'aimer et vécut cœur à cœur avec Pauline. Mais la taille de la peau diminue encore et encore. Raphaël tente bien de s'en débarrasser, mais il n'y parvient pas. Quand il la jette au fond d'un puits, on lui rapporte. Quand il essaie de la détruire, même avec les outils les plus perfectionnés, il s'aperçoit qu'elle est indestructible. Pire qu'un Horcrux de Voldemort. « Je suis perdu !» s'écria Raphaël. De plus en plus affaibli, Raphaël consulte des médecins qui lui conseillent d'aller se soigner dans une station thermale. Mais rien n'y fait. Là-bas, tout le monde s'étonne de son état et sa présence dérange. Un expert en tir le provoque même en duel, mais grâce à la peau, Raphaël le tue d'une balle en plein cœur. La peau, autrefois si grande, fait alors la taille d'une petite feuille de chêne. De retour à Paris, il se plonge dans la drogue et décide de ne plus voir Pauline. Raphaël demeura pendant quelques jours plongé dans le néant de son sommeil factice. Grâce à la puissance matérielle exercée par l'opium sur notre âme immatérielle, cet homme d'imagination si puissamment active s'abaissa jusqu'à la hauteur de ces animaux paresseux qui croupissent au sein des forêts. Il avait même éteint la lumière du ciel. Le jour n'entrait plus chez lui. Pauline parvient cependant à le retrouver et il finit par lui dévoiler son terrible secret.
Elle comprend alors que sa présence peut tuer Raphaël à tout moment, lui qui la désire tant. Dans un dernier élan, elle tente de se suicider afin de lui sauver la vie, mais ce geste ne la rend que plus désirable aux yeux de Raphaël. Le moribond chercha des paroles pour exprimer le désir qui dévorait toutes ses forces. Mais il ne trouva que les sons étranglés du râle dans sa poitrine, dont chaque respiration, creusée plus avant, semblait partir de ses entrailles. Enfin, ne pouvant bientôt plus former de son, il mordit Pauline au sein. Jonatas se présenta tout épouvanté des cris qu'il entendait et tenta d'arracher à la jeune fille le cadavre sur lequel elle s'était accroupie dans un coin. « Que demandez-vous » dit-elle. « Il est à moi, je l'ai tué. Ne l'avais-je pas prédit ?» En effet, elle l'avait prédit. La femme que vous aimerez vous tuera. Le roman s'achève sur un mystérieux épilogue nous racontant ce que sont devenues Pauline et Fédora, soulignant le rôle central de ces deux femmes dans l'histoire tragique du pauvre Raphaël de Valentin. Une histoire terrible, vous ne trouvez pas ? Ce n'est qu'en perdant la vie que Raphaël aura compris que sa véritable valeur dépasse celle de l'argent. Un peu la même leçon que dans la série Squid Game, et ça fait réfléchir. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le mot « chagrin » du titre ne désigne pas directement la peine ou la tristesse. Le chagrin est un cuir, dont le nom viendrait probablement du turc sagri, désignant la croupe d'un équidé. Aujourd'hui, quand on parle de peau de chagrin, on pense moins aux fesses d'un âne qu'à ce célèbre roman. Mais il est intéressant de voir que Balzac n'a pas choisi cet objet par hasard. Il joue là sur le double sens de chagrin, le cuir et la peine, pour souligner l'état mélancolique de son héros. Le choix d'une peau n'est pas non plus anodin. La peau représente souvent la vie, comme dans l'expression « faire la peau à quelqu'un ». Alors, c'est quand même moins stylé que cette boule de cristal venue des étoiles, mais c'est quand même un objet sacrément fascinant et qui aura profondément marqué la littérature française. La peau de chagrin, Honoré de Balzac, 1831. Podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation.